Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui en ce 8 mars, donc journée internationale du droit des femmes. Avant de vous expliquer un petit peu le déroulé de la matinée, j'aurais une petite question pour vous par rapport justement aux droits des femmes. Est-ce que vous savez depuis quand, officiellement, et je dis bien officiellement, les femmes ont le droit de porter un pantalon? Oui, 2004? Non, c'est plus tard. Exactement, voilà. En fait, l'ordonnance a été abrogée le 31 janvier 2013. Donc, ça fait seulement 11 ans. Évidemment, la loi n'a pas forcément été respectée, mais l'ordonnance a été abrogée à ce moment-là. Voilà, c'était pour la petite anecdote du matin. Ensuite, pour vous parler du protocole de la matinée, donc on a 8 personnalités qui vont être interviewées par nos étudiants de ISEG 1 et ISEG 2. Et donc, pour débuter le premier plateau, j'appelle Arthur à interviewer Madame Lila Merabet, voilà, qui est aujourd'hui vice-présidente du MODEM. Madame Merabet, bonjour. Merci d'être présente parmi nous aujourd'hui. Pour présenter un petit peu, vous pourriez commencer par vous présenter. Vous avez un long parcours en politique notamment. Est-ce que vous pourriez peut-être faire quelques phrases pour résumer à nos étudiants présents dans cette assemblée votre parcours? Entendu, merci. Long parcours en politique, en réalité plutôt court, quand on sait ce que sont les carrières politiques, en fait, sont des carrières, ce que ça ne devrait pas. Donc moi, j'ai passé 12 années, effectivement, dans les collectivités régionales. D'abord à la région Alsace en tant que vice-présidente et ensuite à la région Grand Est également en tant que vice-présidente, plutôt sur des sujets au départ de jeunesse, de dialogue interreligieux, de recherche. Et puis ma passion, c'est l'innovation et l'économie. Donc voilà, c'est plutôt ces sujets-là dans lesquels je me suis inscrite, mais je viens en réalité du monde académique puisque je suis historienne de formation et j'ai longtemps travaillé dans le monde social et notamment dirigé des foyers pour SDF, qui est un univers particulièrement passionnant. Parfait, merci beaucoup. Alors, je sais qu'on y revient souvent sur votre parcours en politique que vous jugez un peu court, mais ma première question, pour ma part, ça aurait été qu'est-ce qui vous a convaincu de rentrer dans le monde de la politique? Je dirais, si je fais un parallèle entre le monde de la politique et le monde professionnel, ce sont toujours les personnes que vous rencontrez. C'est-à-dire qu'avant d'être élue, moi, je n'ai jamais participé à la moindre campagne politique. Non pas que je n'étais pas engagée, mais j'avais des formes d'engagement dans la société civile. Et je me suis engagée parce qu'une personne m'a convaincue de cela. Et à l'époque, c'était Philippe Richert. On a eu un échange assez intéressant et auquel je lui ai dit en fait que ça ne m'intéressait pas, parce que ce n'était pas la première fois qu'on venait me chercher pour faire de la politique, parce que globalement, on est dans à peu près tout ce que la politique peut générer comme cliché, c'est-à-dire une femme, à l'époque j'étais encore un peu jeune, parents issus de l'immigration, qui a fait un peu des études, qui fait des trucs pas inintéressants dans la vie associative, et forcément vous commencez à cocher toutes les cases, et c'est tout ce qui faisait que j'avais pas du tout envie de m'engager en politique, c'est-à-dire que moi je voulais être là éventuellement pour mes idées, pour des convictions, mais certainement pas parce que j'avais une généalogie qui pouvait intéresser une affiche politique. Donc, on s'est rencontrés avec beaucoup de politiques à qui j'ai toujours dit non, jusqu'à ce que Philippe Richert me dise « Ok, vous m'avez dit non, mais on va se revoir et vous allez me raconter votre histoire ». On s'est raconté nos histoires respectives et je me suis dit « Je crois que je peux lui faire confiance ». Ok, top, excellent. Et du coup, pour revenir un petit peu sur ces fameux clichés, un petit peu ces cases dont vous parliez que vous cochez, issus de l'immigration, de tout ce genre de choses, vous avez dit que c'était un petit peu des cases qui, pour vous, vous poussez à être un peu réticente à le monde de la politique. Et justement, est-ce que, du coup, en tant que femme et en tant qu'issue, du coup, parents de l'immigration, ça a été une barrière, c'était quelque chose de compliqué pour rejoindre ce monde de la politique? Alors, du fait qu'on soit venu me chercher, ça ne l'était pas. Par contre, je pense que ça a généré sans doute un peu de crispation. C'est normal, hein, politique, les gens s'engagent très jeunes, ils espèrent faire des carrières, puis vous arrivez, personne ne vous connaît, vous n'êtes même pas la challenger, et puis vous prenez la place. Donc ça peut être un peu compliqué, mais ce n'est pas lié forcément à mon parcours personnel, c'est juste parce que vous venez percuter des castes en réalité. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je dirais que moi, je n'ai jamais considéré finalement ni que j'étais une femme dans une activité, ni que la généalogie de mes parents était un sujet. Donc moi, je suis arrivée avec ce que j'étais, sans doute avec beaucoup d'énergie, sans doute avec un peu de singularité parce que je n'avais pas de projet de carrière. Et j'ai toujours considéré que le premier enjeu, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes, le premier enjeu pour une femme, c'était d'être libre. Et moi encore plus.
Et donc, je me suis dit, moi, je vais dans un environnement qui est compliqué peut-être, mais je vais veiller à toujours être une femme libre dans cet environnement, libre de par ma parole, libre de par mes idées, et puis libre parce que j'ai toujours gardé un job à côté. Et je crois que ça, c'est déterminant pour les femmes, c'est qu'il faut toujours garder son indépendance économique. Une belle leçon en tout cas, et du coup ça me fait un petit peu penser, je rebondis sur ce que vous avez dit, que c'était du coup, vous avez rejoint un milieu qui n'était pas forcément facile, mais parce que c'était votre choix, parce que pour vous c'était important de se sentir libre dans cette démarche. Est-ce que du coup, en rejoignant ce monde de la politique, quand vous étiez une fois à l'intérieur en tant que peut-être un peu challenger ou chambouleuse, si je puis dire, utiliser ce terme par rapport aux autres personnes déjà présentes dans ce milieu-là, est-ce que du coup vous êtes senti vraiment libre et vraiment pleine de vos mouvements dans un milieu qui est quand même assez élitiste de caste, vous en parliez justement? Je pense que si j'avais veillé à être moins libre, j'aurais eu moins de problèmes. Donc voilà, j'ai veillé à être une femme assez libre, et le plus important, c'est voilà, c'est d'être, en tout cas pour moi, sans doute avec une dimension un peu idéaliste, mais c'est de savoir pourquoi on est là, quoi. Puis le jour où vous pensez que c'est plus votre place, faut pas y rester. Voilà. Donc moi, j'ai veillé à être relativement libre. Après, libre, ça ne veut pas dire que vous venez casser toutes les barrières. Être libre, c'est-à-dire d'imaginer, de pouvoir agir en conviction dans un environnement sans forcément être là pour heurter les autres. La liberté, elle ne s'inscrit pas dans l'opposition aux autres. La liberté, c'est simplement de se dire, OK, j'ai la capacité d'action. Parce que ce qui est formidable, et je salue Jean-Philippe qui vient d'arriver, qui a aussi un long parcours politique, mais lorsque vous êtes en politique, on ne va pas dire vous faites de la politique, lorsque vous avez la chance d'avoir un mandat électif, vous avez un pouvoir d'action qui est exceptionnel. On ne s'en rend pas compte, mais il est exceptionnel. Oui, il y a des barrières, oui, il y a des situations de rente, oui, il y a des situations complexes, mais il n'empêche que vous avez le pouvoir d'action. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire, vous êtes dans votre vie, vous n'imaginez pas atteindre ce niveau de responsabilité, vous l'avez. Et je me dis, mais à quel moment je vais limiter mon pouvoir d'action parce qu'il y aurait des barrières? C'est impossible. En tout cas, pour moi, c'était impossible d'imaginer, d'avoir eu la chance, le privilège, au vu de mon histoire familiale, d'exercer cette responsabilité, de ne rien en faire. Donc, ouais, j'ai un peu bousculé les codes. Ça a plu, ça a déplu. Mais finalement, ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est quel impact vous pouvez avoir le temps où vous êtes là. Ok, merci beaucoup pour cette belle réponse. Du coup, vous avez parlé que du coup c'était quelque part un petit peu un honneur pour vous aussi d'arriver à atteindre ce milieu, même en dépit de toutes les idées qu'on peut avoir, ou quand on vient d'un milieu, on s'imagine pas forcément intégrer le milieu de la politique. Justement, est-ce que du coup vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu plus. Est-ce que c'est un poids qui est facile à porter, ces responsabilités, ce genre de choses, parce que vous avez quand même le pouvoir d'agir. Vous le disiez justement dans votre réponse. Est-ce que ce pouvoir-là d'agir et la responsabilité que vous avez, est-ce qu'il a une limite quelque part? Bien sûr, il a une limite. D'abord, il a une limite parce que c'est un cadre très précis. Vous n'exercez pas des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. C'est aussi limitant parce que vous êtes quand même dans une équipe. Donc, vous avez besoin de vos camarades pour pouvoir faire passer vos idées. Puis, il y a aussi la limite de la temporalité au changement. Et ce qui est très... je ne sais pas si... on en discutera peut-être un jour avec Jean-Philippe, c'est que globalement, il se passe un truc assez intéressant aujourd'hui, c'est que les transformations extrêmement puissantes, notamment de l'AI, sont en train de percuter toute une société sur moins d'une génération, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et en fait, le temps politique, c'est tout l'inverse. Le temps politique, c'est le moment où vous voulez choisir, décider, mettre en œuvre. En réalité, le moment où il y a de l'impact, votre mandat, il est terminé. Et c'est toute la problématique, en réalité, sur des projets très structurants. Je ne parle pas sur des politiques qui sont d'accompagner les entreprises, de gérer des startups, des choses comme ça. Mais lorsque vous voulez faire des projets très structurants, vous avez un sujet de temporalité. Et ça, vous devez en tenir compte. Donc, oui, vous avez du pouvoir d'action, mais il faut accepter aussi la limite de cet exercice-là. Et en réalité, vous avez un pouvoir d'action avec les autres. Il faut s'entendre aussi avec les autres collectivités, puis il faut embarquer les personnes. Il faut être en capacité de dialoguer ou de fédérer. Voilà, ça ne peut pas se faire seul, même si vous avez de l'énergie, de l'audace, de l'envie, ça ne se fait pas seul. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de votre parcours en politique, mais vous opérez depuis maintenant un certain temps dans tout ce qui est l'innovation du monde médical. Notamment, vous êtes toujours administratrice chez Optacare, chez Diagnostic
Et vous êtes aussi à la Fondation Force pour l'innovation à la recherche en santé. Aussi, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a donné cet engouement pour tout ce qui est le milieu de l'innovation médicale? Alors, je pense que fondamentalement, j'aime le changement. C'est un peu contre-intuitif pour la nature humaine, mais j'aime fondamentalement les situations complexes et trouver des débuts de réponse aux situations complexes. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment et ça, c'est plutôt un trait de personnalité. Je pense que j'ai toujours été dans des milieux de transformation. Donc, l'éducation, quand vous enseignez, vous transformez. En réalité, ne serait-ce que le contenu des connaissances que vous transmettez aux étudiants. Donc, c'est un des points. Lorsque j'ai travaillé dans les milieux des sans-abri, c'est d'essayer d'accompagner la reconstruction de parcours un peu brisés, un peu chaotiques. J'ai longtemps travaillé à la Fondation de France avant d'arriver à la Fondation Force. Et l'objectif pour moi, c'est à peu près toujours le même. D'abord, c'est d'avoir du sens sur la chose publique. Et deuxièmement, c'est d'avoir de l'impact. Donc la santé, c'est un milieu qui est venu me chercher. Ça, c'est assez amusant dans ma vie. On vient souvent me chercher sur des choses auxquelles je ne m'attends pas. Donc la santé est un peu venue me chercher. Et comme l'innovation, c'est un sujet qui m'a rapidement passionnée, on va dire qu'on a fait le point de jonction, la convergence entre l'innovation et la santé. Et je suis très heureuse de porter cette fondation qui a une longue histoire, qui est la fondation d'un industriel qui est Robert Laure. Il y a un moment où il a eu quelques difficultés dans cette fondation. Je vous disais, moi, j'aime les situations complexes. On s'est dit, situation compliquée, on va aller la chercher, la petite, là. Et il y a quelques années, effectivement, que j'ai repris cette fondation et on a un magnifique appel à projet tous les ans. Et on essaie de trouver en deux choses, en réalité, recherche, innovation, c'est certain, les projets les plus prometteurs, toujours en Alsace, parce que ce que l'on souhaite, c'est de démontrer que lorsque l'on est une région qui n'est pas Paris, où il est le leader incontestable et le match, il est plié depuis longtemps, c'est que néanmoins, on a des talents exceptionnels. Il faut le leur dire, il faut essayer de les capter et il faut essayer de transformer les nouvelles solutions thérapeutiques en santé depuis l'Alsace vers le monde entier. Et je trouve que c'est une noble cause et ça me porte assez. Merci beaucoup pour cette réponse. J'aurais peut-être une toute dernière question un peu plus légère. C'est après un parcours comme le vôtre qui a été multiple, on vous a souvent cherché, comme vous le disiez. Est-ce que vous auriez une anecdote atypique à transmettre qui vous soit arrivée durant votre carrière? Peu importe le sujet. Il y en a tellement, en réalité. Allez, je vous en raconte deux, très rapides. Une, c'est ce qui m'a fait comprendre à un moment que l'on pouvait avoir une forme de responsabilité, en tout cas qu'on incarnait quelque chose. Moi, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre qu'en politique, moi, j'étais là pour porter des dossiers, ça me passionnait, des sujets sociétaux, mais qu'en réalité, on incarnait quelque chose. Comme je vous le disais, je ne me suis jamais projetée sur le fait que j'étais une femme ou que mes parents étaient nés ailleurs dans le monde. Et puis, je crois qu'on y était ensemble, Jean-Philippe. Je me suis retrouvée à la Grande Mosquée de Strasbourg, dont je rappelle, elle avait été inaugurée par le Premier ministre Manuel Valls à l'époque. Et c'était très intéressant parce que ce jour-là, j'ai vu un monsieur d'un certain âge qui m'a attrapée alors que je marchais dans cette Grande Mosquée par la main et en me disant, mais j'aurais jamais imaginé de mon vivant voir quelqu'un qui aurait pu être ma fille, avoir vos responsabilités. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, pour les personnes extérieures à ma famille, ça a du sens. Donc, je ne me suis pas sentie une responsabilité particulière, mais ça m'a interpellée. Et le deuxième exemple, c'est finalement le nombre de fois, mais illimité, que j'ai connu en m'occupant de l'économie, à être dans des assemblées, mais 100% masculines. Et je crois que jamais je ne me suis autant motivée à porter des robes et des talons que depuis cette période-là, je me suis dit, mais en fait, il y a trop de gars, il y a trop de mecs. Et puis le tailleur, c'est très pratique. Mais j'ai pris le point de changer ma garde-robe et j'ai investi dans beaucoup de robes, beaucoup de talons pour qu'ils se souviennent qu'il y avait aussi des femmes et qu'on pouvait avoir la responsabilité. Et donc, j'ai poussé un peu le bouchon en disant, il faut aussi marquer un peu la féminité dans cet univers-là. Voilà, en termes d'anecdotes un peu gentilles. Parfait. Merci beaucoup pour ce partage. Bravo. Merci, Madame Mérabet. Maintenant, j'appelle Madame Fröhlicher à nous rejoindre sur le plateau, à rejoindre Arthur. Voilà, Madame Fröhlicher qui a un parcours de sportive également, présidente de la région, présidente de l'association ELA de la région Grand Est. C'est ça. Désolée, j'ai pas mes talons. Normalement, j'ai des talons les autres jours de la semaine, mais aujourd'hui, c'est un jour un peu plus détente. Allez, voilà, c'est pour rire.
Oui, c'est juste. Alors, Madame Frölicher, merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Alors, vous avez un parcours sportif assez grandiose sur lequel on pourrait un petit peu revenir. Vous avez plusieurs titres, notamment du coup en karaté, qui remontent un petit peu au début de votre carrière. Alors, vous avez été, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, c'était 7 fois championne de France. Vous êtes vainqueur de 5 Coupes d'Europe et d'un championnat du monde. C'est juste? Presque, presque. Presque? Ouais, bon, je dirais, c'est des détails. Mais ouais, j'ai gagné une Coupe du Monde au Japon en 2010. J'ai gagné plusieurs fois la Coupe d'Europe, effectivement. Ouais, puis championne de France. Et puis voilà, enfin, en tout cas, j'ai un parcours d'athlète de haut niveau qui a duré une quinzaine d'années en karaté. Ouais. Ok, mais vous faites également aujourd'hui tout ce qui est marathon, vous courez, vous avez fait 2 fois le marathon des Salles, le marathon New York, et je crois que vous avez des prochains défis qui vous appellent, on reviendra un peu dessus durant les questions. Alors, pour commencer justement, avec le palmarès que vous avez, la première question qui me vient, c'est comment est-ce que c'était d'évoluer dans le milieu sportif, notamment des sports de combat, en tant que femme? Alors, il faut comprendre aussi le parcours. Je crois que c'est important ce matin de comprendre un peu le chemin de toutes. On n'arrive pas par hasard dans certains sports déjà, on n'arrive pas par hasard dans le domaine du sport. J'ai commencé à faire du sport très très jeune dans ma vie et aujourd'hui j'ose le dire de manière un peu moins timide, mais le sport m'a sauvée. J'ai été entourée de personnes gravement malades depuis toute petite. Et puis, assez vite, j'avais besoin de trouver un refuge, enfin un endroit où je puisse vivre ma vie d'enfant, d'adolescente, etc. Et donc, j'ai eu la chance de démarrer, j'ai démarré avec de la boxe d'ailleurs, j'ai démarré avec de la boxe française. Mon père faisait de la boxe, donc assez vite, j'avais des gants aux mains. En fait, un club de karaté s'est ouvert juste en face de chez moi. Et je me suis retrouvée dans un dojo et c'est devenu ma deuxième maison, où en tous les cas, j'ai pu commencer à m'exprimer et avoir une vie vraiment à moi, sans pour autant penser à tout ce qui se passe de moins sympa et de plus douloureux autour de moi. Et donc voilà, après, j'ai eu la chance d'avoir des bons entraîneurs et de suivre ma voie dans ce domaine-là, en karaté. Donc ça a démarré par des petites compétitions. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des compétitions nationales, internationales. Je dirais là, pour répondre à votre question, la première chose, il y a deux, c'est pas il y avait deux freins. Faire du sport, et ça, c'est pas moi qui le dis, je l'ai entendu récemment, c'était des Riner qui le disaient. En France, en fait, on n'est pas un pays de sport, clairement. Donc, lorsqu'on commence à faire du sport en compétition, du sport à haut niveau, ça veut dire qu'il faut arriver à se débrouiller. En fait, c'est la débrouille. Souvent, la première question qu'on me posait, c'est est-ce que tu as vécu du karaté? Est-ce que tu as... Rares sont les sports où on vive du sport. Enfin, je veux dire, on ne... À part le foot, hein, je suis désolée de les cibler très spécifiquement, mais on ne vit pas du sport. En fait, je pense qu'on dépense plus à faire du sport que d'en gagner. Donc, il y avait déjà ce premier frein, c'est-à-dire que j'avais envie de faire un sport, j'avais envie d'accéder au niveau, mais avec aucun moyen. Voilà. Aujourd'hui, on peut attendre d'un sportif à se dire ah oui, hein, le sportif, il va avoir son kiné perso, sa nutritionniste ou son nutritionniste, etc. Non, non, ça n'existe absolument nulle part et dans aucun sport. Enfin, à part les sports très populaires que l'on connaît, etc. Donc, je dirais la volonté en fait de réussir était plus forte que tout ça chez moi. En tout cas, je me suis donné les moyens pour accéder au plus haut niveau avec les moyens que j'avais. Et je regrette absolument rien de mon parcours. Donc c'est pour ça que je disais que le chemin il est important de connaître, c'est que ça n'a jamais été si facile. Alors là, vous avez vu, la première chose que vous faites, c'est de dire mon palmarès. Ça me gêne toujours énormément parce qu'en fin de compte, c'est pas ça ma vie. En fait, c'est surtout toutes les choses qui ont été difficiles à obtenir pour accéder à ça. Et je préfère parler des choses qui ont été un peu plus rocailleuses dans mon parcours, parce que souvent, et ça c'est un peu, je dirais, c'est un peu dans la nature des choses actuellement, on montre toujours le beau, on montre toujours la réussite, on montre toujours un côté un peu stérile comme ça de la vie. C'est bien de se rendre compte, non, que de temps en temps, on avait un peu le nez dans la boue, on avait le nez dans
des choses compliquées à mettre en place, etc. Et que malgré tout, et ça, puisque c'est la journée des droits de la femme, souvent la femme a cette niaque, cette persévérance pour braver un peu les choses malgré tout et contre tous. Et ça, c'est chouette. Et ça, je le revendique assez. C'est vrai que les femmes ont souvent ce tempérament à ne jamais rien lâcher, quoi. Beau message en tout cas. Merci beaucoup pour cette belle réponse, très bien structurée. J'aimerais. Je vais avoir une note à la fin. Non, mais, Je m'applique, hein. Je sais pas si non, mais c'est très joliment dit. Je suis bien installée aussi parce que s'il y a note tenue, non, elle est tout le temps de travers. Elle parle comme si elle allait chanter. Je vais avoir des. Oui, non, on se détend. Hein. C'est pas simple de parler de soi déjà. C'est vrai que c'est pas un exercice facile, je vous comprends. Je suis content d'être à ma place. Je pose mes questions. Alors justement, pour revenir un petit peu à ces questions, j'aimerais revenir, vous avez parlé justement de comme quoi tout n'a pas été facile, vous avez côtoyé des malades. Je reviens un petit peu, vous êtes marraine et vous travaillez pour l'association ELA, qui est l'association européenne contre les leucodystrophies. Donc c'est une maladie qui touche notamment le cerveau. Vous pouvez peut-être expliquer rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Oui, je vais expliquer ça rapidement. Oui, je suis marraine d'une association qui lutte contre une maladie génétique orpheline, les leucodystrophies. Pareil, là, je ne suis pas tombée par hasard dans cette association. J'ai connu un garçon qui était atteint de cette maladie-là. C'est une maladie génétique orpheline, donc qui touche la gaine des nerfs, et maladie dégénérative. Et en fait, l'association ELA est connue et reconnue grâce à des grands parrains, mais au-delà de ça, c'est une association de famille. Et je me suis rapprochée de cette association justement suite à une rencontre. Ça aussi, ça fait partie du chemin. Il y a des choses qui se passent sur notre chemin, et c'est souvent les rencontres qui peuvent parfois chambouler complètement en fait sa trajectoire et ses objectifs, mais c'est très bien comme ça. Et ce garçon a chamboulé ma vie, oui, clairement. J'étais en équipe de France de karaté à ce moment-là, et j'ai rencontré ce garçon qui avait exactement le même âge que moi, mais qui était dans un fauteuil, ne pouvant plus marcher, parler, ni déglutir. Enfin, je vous passe des détails. C'est une maladie assez terrible. Et je me suis rendu compte assez vite à ce moment-là que j'ai bien la chance de faire ce que je peux faire et que la vie est assez cristalline, quoi, que personne n'est à l'abri de rien actuellement, et notamment pas de se retrouver malade ou ce genre de choses. Donc, au début, c'est quelque chose qui m'a attristée, c'est quelque chose qui m'a même pas énervée, mais j'étais un peu en lutte comme ça, en me disant que c'est pas normal, c'est injuste. Je parlais d'injustice. Aujourd'hui, avec l'âge, probablement, j'ai 45 piges quand même, j'ai transformé ça en force. Je me rappelle tous les jours combien j'ai de la chance d'être en bonne santé, combien j'ai de la chance de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Parce que voilà, tout le monde n'a pas le même jeu de cartes au départ. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai voulu m'engager dans cette association et que je n'ai jamais quitté cette association. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis marraine, et que depuis 10 ans, je travaille pour cette association. Donc voilà. Donc chacun a son... je dirais, on donne tous un peu un sens à ce qu'on fait. Et puis, il y a parfois des choses qui se passent dans nos vies. Soit on ferme les yeux et on se dit on continue sa route, ou alors non, on les ouvre, on les regarde et on se dit peut-être que j'ai des choses à faire avec cette association, et peut-être que j'ai beaucoup à apprendre aussi encore sur moi, et si je peux apporter un tout petit peu quelque chose, ça me fera du bien à moi, et ça fera surtout du bien aussi à tous ceux qui n'ont pas cette chance-là. Voilà, c'est un peu pour cette raison que je m'engage au quotidien. Voilà. Ça vous a un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu motivé aussi, de fait de relativiser, des fois qu'on voit qu'on a de la chance, de vous pousser notamment dans vos défis, en hommage peut-être à ceux qui ne peuvent pas réaliser sur de projets? Oui, c'est pour ça que je ne supporte pas les gens qui se plaignent. Je ne supporte pas. Ça dure 2 secondes et je tourne les talons en basket, mais c'est vrai, je ne supporte absolument pas les gens qui ont toujours quelque chose et puis j'ai pas ci et je voudrais avoir ça pour réussir, il me faudrait... Écoute, tu te débrouilles avec ce que tu as, c'est déjà pas mal, sois déjà content de faire ce que tu as envie de faire. Et non, c'est surtout ça, c'est que j'ai appris à ne jamais me plaindre, parce qu'il y a vraiment toujours pire. Alors, c'est basique de dire ça, ne te plains pas. Enfin, je pense que j'ai été élevée comme ça. À l'époque, quand j'étais gamine, on m'appelait Mougli. Tout le monde connaît Mougli, ou je suis déjà trop vieille là? Ok, et la nénette avec son petit short à pieds nus, etc., et qui se débrouille.
qui se débrouille et qui fait avec ce qu'elle a. Je n'ai pas eu la chance, moi, d'avoir un environnement familial, un soutien familial. Donc, c'est assez wild depuis que je suis toute petite. Mais autour de moi, je voyais des gens qui avaient toutes les raisons de se plaindre et qui ne se plaignaient pas, en fait. Donc, voilà, c'est surtout ça. Je sais que j'évite de me plaindre et de toujours trouver quelque chose de positif, même dans les moments les plus sombres de ma vie. Même si c'est pas simple, évidemment, c'est facile de le dire, mais j'en suis convaincue en tout cas. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question pour vous. Vous continuez à multiplier les carrières sportives et à accomplir de plus grands défis. Quel sera justement le prochain exploit que vous réaliserez? Qu'est-ce que j'ai horreur de ce mot défi, challenge. Enfin, non, moi je prends juste mon pied. Enfin, je reste dans les pieds là, apparemment, mais je prends juste un plaisir fou. C'est mon équilibre, quoi. Enfin, de faire ce que je fais. Là, je suis en reconversion sportive en course à pied. Il s'avère que ça se passe plutôt pas mal. Je fais des marathons. J'ai terminé mon 16e marathon le mois dernier. Alors, c'est incroyable en même temps parce que j'ai commencé la course à pied seulement il y a 7 ans. Donc, c'est plutôt bien. Et non, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Donc, moi, toutes les compétitions que j'inscris dans mon année, ben, c'est au-delà du défi, c'est que j'en ai réellement besoin. Et puis, quand on est vraiment compétiteur, moi, j'aime bien m'entraîner, en fait. Souvent, on pense à la compétition en elle-même, la course en elle-même. Moi, mon kiff, c'est de m'entraîner fort, etc. Et en fait, la compétition, c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que là, c'est comme une répétition générale. Si je me suis bien entraînée, si j'ai donné, enfin, si j'ai eu cette rigueur d'entraînement, cette discipline, etc., normalement, la course devrait bien se passer. C'est pas des défis pour moi. Non, les défis, ils sont là en ce moment quand je m'entraîne dur, etc. Je dois faire avec les blessures, etc. Sans évidemment de masseur, etc. Et j'en ai pas besoin. Moi aussi, je suis quelqu'un de libre. Moi, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec des choses. Vous savez, quand on a un kiné, quand on a un machin, on doit toujours, forcément, comment dire, on est toujours redevable. Moi, j'ai envie d'être redevable de personne. Donc, tout ça, je le fais parce que je sais que je veux aller au bout, parce que j'ai encore un rêve. En course à pied. Là, il s'avère que je vais faire les championnats du monde de marathon à Sydney dans ma caté. Donc, c'est que je me débrouille plutôt pas mal maintenant dans cette discipline aussi. Je m'attendais pas, je m'attendais pas forcément à exceller aussi, mais après, c'est un état d'esprit. Je pense que ça, s'il y a quelque chose à retenir des femmes comme ça qui s'engagent, c'est que on a cette force d'esprit d'aller toujours de l'avant et de toujours oui, se pousser à se connaître un peu davantage et se rendre compte que quand on sort un peu de sa zone de confort, on est encore capable de faire des trucs assez incroyables. Merci pour cette réponse et du coup, on vous souhaite bonne chance pour. Et du coup, vous savez pas ce que je vais faire. Hein, je suis restée dans le mystère. J'ai fait exprès. Il faut laisser un peu de surprise. Merci à vous, Madame Suess-Polischer. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Madame Nathalie Berger, qui est consultante chez Temporis Intérim. Madame Berger, bonjour à vous. Merci d'être présente parmi nous aujourd'hui. Je ne suis pas habituée, donc je compte sur vous pour Pas de souci, pas de souci. de parole. Les 2 premières ont été parfaites, donc j'espère que j'arriverai à répondre de la même manière. Je n'ai pas de doute là-dessus. On a vu, c'est vrai que oui, quelque part, c'est le destin qui vous a appelé. On a eu 2 premières femmes avec un parcours formidable que le destin a beaucoup appelé et aujourd'hui, il vous appelle à moi. Ouais, c'est ça. Alors, on parlait de rencontre justement. Alors, en première question, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu. Vous avez votre propre entreprise que vous avez créée avec votre mari, qui est votre associé, donc une entreprise familiale. J'aimerais que vous vous expliquiez un petit peu en quoi ça consiste. Alors, l'entreprise familiale, il y a beaucoup d'avantages. Il y a quelques inconvénients, mais globalement, il y a beaucoup plus d'avantages. Donc, effectivement, mon mari et moi sommes issus du même métier. Donc, nous sommes des anciens cadres de la société Manpower, que tout le monde connaît. On a créé notre entreprise il y a 10 ans.
Et donc, on s'est entouré de collaboratrices formidables. Il n'y a que des filles chez nous. Voilà. C'est un peu, à part mon mari, bien entendu, qui est gérant. Et également, on travaille également avec notre fille, en fait. Donc, on a 2 agences de travail temporaire, un cabinet de recrutement. Et on fait partie d'un réseau Temporis parce que, étant d'anciens cadres d'une grande société, on ne se voyait pas du tout travailler avec des outils qui ne soient pas top niveau. Et donc, on fait partie du réseau Temporis et il y a à peu près 200 agences en France. Et donc, en quoi exactement consiste le travail C'est du recrutement, en fait. C'est-à-dire, on a une agence de travail temporaire à Célestat, une agence de travail temporaire au Bernay. Donc, on est sur une partie de l'Alsace. Et moi, je m'occupe, à titre perso, je m'occupe du recrutement CDI uniquement. Donc, cabinet de recrutement. Ok, parfait. Justement, vous avez dit justement que votre fille était également partie de l'aventure. Alors justement, du coup, c'est cette entreprise un peu justement familiale qui est très atypique. En Alsace quand même, des entreprises. C'est vrai. Et donc, j'aurais voulu un petit peu savoir comment justement ça se passe en famille. Est-ce qu'il y a du coup, je pense, des moments où c'est pas toujours évident de travailler et d'être associé avec des gens avec qui on est très proche? En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, au quotidien, on est sur uniquement la partie professionnelle. Et les décisions et les engueulades, ma foi, c'est à la maison. C'est quand c'est les fêtes de famille, ça tourne des fois des questions stratégiques sur l'entreprise. Tout simplement parce que quand on est dans une entreprise, on travaille au quotidien, on n'a pas toujours le temps de se poser. Il y a beaucoup de décisions à prendre et finalement, les grandes décisions se prennent lors de fêtes de famille. Là, ma fille a acheté une maison, donc le samedi, on l'aide sur son chantier. Et entre 2 sauts de peinture, voilà, on discute d'un certain nombre de sujets. Ok, top. Alors, j'ai encore une autre question pour vous. Justement, c'est du coup cette entreprise que vous avez créée avec votre mari et avec qui justement vous travaillez tous en famille. Est-ce que du coup vous comptez en faire une entreprise, j'ai envie de dire un peu dynastie, qui va perdurer toujours avec cet esprit de famille? On espère, mais après notre fille est libre, donc à elle de faire ses choix. Nous, on a fait nos choix, à elle de le faire. Elle verra si elle souhaite le faire ou pas. Pour le moment, c'est oui, mais bon, l'avenir nous le dira. Mais elle est libre, en tout cas, ça c'est certain. Merci. Alors, j'aimerais aussi venir un petit peu sur vous avez un aspect associatif. Vous êtes justement présidente du club d'entreprise du Football Club de Bernay. Et donc, le président du Football Club de Bernay est là, Daniel Caïm. Pourquoi j'ai accepté ça? Disons que le recrutement, la charge d'entreprise, c'est lourd. C'est beaucoup de temps. Il faut être expert dans son métier, il faut avoir la passion de son métier, il faut énormément travailler et il faut être bienveillant avec ses collaborateurs. Ça, c'est vraiment, je pense, les 4 ingrédients pour réussir dans de bonnes conditions, en tout cas. Parce que réussir sa vie, c'est bien réussir dans l'entièreté, j'ai envie de dire, que ce soit au niveau familial, au niveau des relations qu'on a avec ses collaborateurs. C'est pas ce qu'on gagne qui est important. C'est la relation qu'on a en tant qu'individu avec ses clients, ses collaborateurs. Ça, c'est important, je trouve, dans le monde de l'entreprise. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut vraiment réussir. Et là, j'ai perdu le fil, en fait. Et la question, c'était... Pas de souci. C'était justement, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre, du coup, à devenir président de ce club entreprise? Voilà. En fait, comme la charge d'une entreprise est quand même lourde, j'avais besoin d'une bulle d'air. Voilà. J'avais besoin d'une bulle d'air. En plus, avant d'être dans le recrutement, j'étais dans l'événementiel et le spectacle. Et donc, c'est 2 mondes très différents. Et j'avais besoin de quelque chose de ludique à côté, parce que je trouve que c'est important de s'investir dans l'associatif, puisque s'il n'y avait pas les associations en France, franchement, beaucoup de choses seraient différentes. Et en fait, effectivement, j'ai été invitée à une réunion à la mairie de Bernay. Et en fait, ce qui m'a vraiment donné envie de devenir sponsor dans un premier temps, c'est qu'en fait, au club de foot de Bernay, le président qui est ici a décidé à un moment où le club était en perdition totale
de se dire, ben voilà, moi, ce que je veux en tant que président, c'est que je veux que le foot soit vecteur pour l'éducation et l'insertion sociale. Et en fait, nous, au lieu de donner des primes de match différentes à la star de l'équipe, et ben, celui qui est moins bon n'a pas la même chose, ils ont tous la même chose. Ils gagnent, ils ont une prime, ils perdent, ben, ils n'ont pas de prime. Et en fait, tous nos coachs de toutes les équipes sont formés et rémunérés. Et donc, ce n'est pas le père du copain, machin. Donc, il y a un vrai encadrement. Et ce qui fait qu'on est aujourd'hui 350 licenciés, mais on a besoin d'argent. Et donc, mon rôle, c'est de trouver des solutions à tous les niveaux du club. Hein. Je fais partie du comité avec, d'ailleurs, c'est un groupe qui est vraiment très, très bien, hein, très, très pro. On a un partenariat avec le Racing. Hein. Donc, c'est important hein, pour un club de foot. Et c'est de trouver de l'argent parce qu'on a besoin d'argent justement pour pouvoir former nos coachs et pour pouvoir rémunérer le mieux possible nos joueurs. Merci pour votre réponse. J'ai une toute dernière question pour vous. Oui. Alors, il y a justement donc, dans la salle beaucoup de personnes, notamment des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont des camarades à moi en première ou quatrième année, et qui commencent certains à profiler un petit peu leur avenir dans le monde professionnel. Certains veulent créer leur propre entreprise. Vous avez créé la vôtre. Est-ce que vous auriez un conseil à donner en particulier? Qu'est-ce que ce serait la création d'entreprise? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour mes camarades qui souhaiteraient faire la leur? C'est difficile de répondre à cette question. Il faut avoir une bonne idée, ça c'est certain, ou être expert dans son métier. Mais moi, je pense, alors après, chacun fait ce qu'il veut, hein, il y en a qui réussissent, très bien, mais je pense que c'est difficile de réussir dans un métier quand on n'est pas expert, parce qu'à tous les moments de la vie de l'entreprise, il ne faut pas dépendre d'une personne qui partirait. Hein. En plus, le turnover aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très important. Hein. Après, moi, je pense que les jeunes ont plutôt raison. Hein. Je pense qu'il faut faire une partie du chemin dans une entreprise, aller ailleurs pour grandir d'un point de vue professionnel. Et je pense qu'il faut pouvoir, alors pas remplacer tout le monde, ça, ce n'est pas possible, mais en tout cas sur les postes clés, il faut pouvoir, c'est pour ça aussi l'entreprise familiale, hein. Nous on est à 3, donc on peut effectivement à tout moment pallier à la démission de quelqu'un qui voudrait voir autre chose et être expert et y passer beaucoup de temps. Merci pour votre réponse. Merci. Madame Berger d'avoir répondu à mes questions, d'être venue. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, notre premier plateau se conclut. Merci Arthur. Maintenant, je vais appeler Garance qui va donc interviewer Madame Marina Zakharov, championne de boxe. Alors, en tant que grande personnalité dans le monde de la boxe, enfin, grande personnalité, vous avez quand même une certaine reconnaissance. Eh bien, la première question que je vais vous poser, c'est de décrire un petit peu votre activité et comment vous en êtes arrivé là. Alors, Garance, je vais casser la dynamique et je vais un peu gâcher la préparation de votre interview parce que j'avais pas envie de parler de moi aujourd'hui, mais j'avais un message à passer et je me suis permise d'écrire quelques mots. Alors, si ça ne vous dérange pas, vous pourrez me les poser l'année prochaine. De toute façon, je ne me considère pas encore comme grande championne, comme vous le dites, etc. Mais comme j'ai la possibilité de parler et qu'on m'en donne la chance, j'aimerais passer un message aujourd'hui et je vais vous lire un petit quelque chose que j'ai écrit. Je gâche à chaque année les interviews, mais ça ne vous dérange pas? Non, absolument pas de souci. Je ne peux jamais rien faire comme les autres. Alors, bonjour d'abord. Donc, si je suis encore ici aujourd'hui, 5 ans après y avoir prononcé mon tout premier discours, c'est une fois de plus grâce à Jacques Zucker qui me fait l'honneur de m'inviter, Monsieur Hamel de me recevoir dans sa magnifique institution qu'est l'ISEG, me donnant tous deux l'occasion de m'exprimer comme je le fais à chaque fois, à cœur ouvert devant vous et pour mon plus grand bonheur, même si je tremble un peu, vous l'aurez constaté. Je dois bien avouer que cette année, je ne pensais rien écrire, rien prononcer, me demandant si j'étais encore légitime, si j'avais vraiment ma place, parce que, évidemment, parmi vous tous, je me sens encore un peu petite. Mais finalement, j'ai trouvé ma réponse. J'ai longtemps mené mes combats dans le ring et n'ai d'ailleurs pas dit mon dernier mot, mais maintenant, il sera double.
je prendrai chaque occasion de parler comme autant de chances de me battre. Non plus seulement par les coups, mais par les mots. Et non plus seulement pour vaincre, mais pour convaincre. J'aimerais bien me détendre, mais c'est pire que sur un ring. Si je me permets finalement de parler aujourd'hui, c'est pour vous raconter une histoire. Celle des générations que nous allons laisser, celle du bagage que nous leur transmettons pour demain, celle d'un héritage en perdition, voué à disparaître, celui du monde merveilleux de la musique classique, des instruments, des compositeurs et de leurs plus belles mélodies. Mon papa, Valentin Sakharov, avait fait ce constat avant moi, dans nos écoles, en interrogeant les enfants dans leur classe sur leurs connaissances en matière d'instruments, de compositeurs, l'accès qu'ils pouvaient ou non avoir à la pratique. Et le constat était affligeant. Seules 2 ou 3 timides petites mains se levaient alors lorsque papa leur demandait si l'un ou l'autre avait déjà joué d'un instrument, assisté à un concert classique, écouté autre chose que du rap ou de la techno. Papa avait alors mis en place des concerts éducatifs sur le thème du célèbre conte musical Pierre et le loup du compositeur Sergueï Prokofiev au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg, donné par l'Orchestre philharmonique sous sa direction. Aujourd'hui, très provisoirement en poste d'éducatrice spécialisée au foyer de protection de l'enfance de Strasbourg suite à une méchante fracture du nez lors de mon combat pour le titre de championne du monde WBC francophone en octobre dernier. J'espère que ça ne se voit pas trop. J'ai fait le même constat que papa 30 ans avant moi. Et je suis bien placée pour vous dire qu'aujourd'hui, en 2024, en foyer, mais pas uniquement, une énorme majorité des jeunes n'ont accès qu'à un certain type de musique. Je vais en décevoir certains, je suis navrée parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, mais moi, je vous parle de vraiment toutes petites filles de qui je m'occupe et tout petits garçons. Donc, Skyrock, durant leur trajet en voiture, égare à celui qui oserait changer leur station systématiquement réglée dès l'allumage du moteur. Alors bon, personnellement, je m'y pique, mais à quel prix? Parce que tout le monde me déteste, du coup, quand j'ose mettre d'autres musiques. Et je ne vous parle pas du genre de musique qui leur est proposé sur ces stations sur lesquelles on devrait adjoindre un interdit au moins de 12 ans. Du rap dont 2 mots sur 2 sont gros mots et insanité, et encore lorsque l'on a la chance de comprendre ce qu'ils baragouinent. Agrémenté de voix systématiquement parlées, synthétiques, parlées et qui tournent sur 3 mêmes notes. Et encore, je suis généreuse. Sur un fond de musique souvent préexistante, empruntée à de grands compositeurs classiques et juste réutilisée, si bien que lorsque je m'aventure à leur faire écouter un jour du Bizet, ils me disent tous en chœur « Ah, je connais, c'est la pub pour le produit WC, là. » Formidable. M'oserais-je une anecdote? Oui. Alors, l'autre jour, je propose à un groupe d'adorables petites filles d'organiser un petit karaoké. Je leur laisse alors tout le loisir de choisir leur playlist, comme on dit chez nous. Quelle erreur, mes amis, quelle erreur. Quelle n'est pas ma stupeur lorsque j'en découvre le contenu. Première chanson, tout commence bien, jusqu'à ce que les paroles s'arrêtent et qu'elles doivent compléter les blancs par des mots manquants. Je cite. Accrochez-vous. Je te prends à 4 pattes. Je te prends à 4 pattes. Elles avaient 6-7 ans, hein, je précise. Alors, on va changer de jeu, évidemment, parce que moi, je m'attendais à ce qu'elles chantent Jennifer ou Laurie, enfin, je ne sais pas. Visiblement, ce n'est pas ce qu'elles écoutent. Je suis un peu à côté de la plaque. Et je vous donne un petit exemple, mais même mon perroquet à la maison, vidéo à l'appui, chante la petite musique de nuit. Donc, même lui a accès à cette culture si précieuse. Donc voilà, comment un gentil karaoké se transforme en affreux blind test, reflétant très exactement ce qu'entendent ces jeunes durant leur trajet vers l'école et ailleurs. Mais alors, qui en est la cause? Qui sont les responsables? Ceci est un trop vaste débat que je n'entamerai pas ce jour, mais il est pourtant crucial. Qui va s'y pencher? Quand? Où va-t-on? Serait-ce donc cela notre héritage dans plusieurs siècles? Si cela ne tenait qu'à moi, ce genre de palabres serait tout bonnement interdite. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais concernant les Jeux Olympiques 2024, outre l'affiche que nous avons découverte il y a quelques jours, est-ce que vous savez qui va peut-être chanter pour l'ouverture des Jeux? Voilà, alors jusqu'à présent, j'ai encore jamais compris une seule de ces paroles. Je suis peut-être pas assez intelligente, je ne sais pas. Peut-être que pour une fois, j'aurai la chance de comprendre quelque chose. Bon, mais en tout cas, aujourd'hui, je touche les jeunes parce que je suis boxeuse. Mais je suis avant tout pianiste, issue du Conservatoire national de Strasbourg et de 2 parents musiciens professionnels à l'Orchestre philharmonique. Je me suis investie d'une mission de messager et je vais la mener à bien, mais pas seule. Je vais avoir besoin de vous tous ici présents, mes chers amis. Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, députés, maires, maîtres et maîtresses, grands-parents, parents, oncles, tantes, nous sommes tous responsables. Eh bien, je vous remercie.
Bah, je vous poserai quand même une petite question. Quel message vous aimeriez faire passer à tous les étudiants qui sont présents ici, concrètement? Oui, j'étais un peu dure dans mes propos et bon, je suis quand même boxeuse et combattante, alors j'ai du mal à mesurer. Voilà, je trouve formidable qu'il y ait une diversité de musique et de styles et voilà, et il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, une fois adulte, chacun écoute ce qu'il veut écouter. Moi, ce qui me choque, c'est que des tout petits enfants aient accès en libre service comme ça à la radio, à des, comme je vous le dis, à des insanités, à des choses qui me choquent moi-même parce que moi-même, je connais pas certains termes et à leur âge, je les connaissais pas du tout et Dieu merci. Mais du coup, moi, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Par exemple, maman qui est ici présente est premier violon au Philharmonique de Strasbourg. Et je sais qu'avec ses collègues, elle serait ravie d'aller dans les écoles ou dans les foyers ou de présenter son instrument, de leur jouer un petit peu quelque chose. Papa le faisait avant et maman le fera avec bonheur et ses collègues aussi. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas systématique parce que pour moi, l'éducation, et là, je suis en poste d'éducatrice, enfin, la musique classique, la musique en fait partie. On ne peut pas juste leur proposer une seule sorte et leur couper l'accès au reste. Donc après, chacun choisit ce qu'il préfère, mais à cet âge-là, je ne crois pas qu'on puisse choisir d'écouter, et parce qu'elles connaissent toutes les paroles. Et là, je vous ai dit des paroles abominables, mais il y en a d'autres que je répéterai même pas, des choses, Dieu merci, je crois qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles disent. Enfin, je ne sais pas, j'espère. Et encore quand c'est en anglais, alors là, on a la chance que je suis sûre qu'elles ne comprennent pas. Mais là, en français, je ne comprends pas que ce soit permis, en fait, et je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Enfin voilà, ça me choque. Mais bon, ça ne choque peut-être pas que moi, je ne sais pas. Eh bien, je vous remercie. Bah, merci à vous d'avoir laissé la parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, Garance, maintenant, j'appelle Madame Fadila Othman, PDG de Anaka Consulting. C'est à vous. Eh bien, bonjour Fadila. Voilà, donc vous avez votre propre entreprise, Anaka. Et donc, la première question que tout le monde peut se poser ici, c'est comment vous avez fait pour en arriver là et quelle est votre activité, quel est votre parcours? Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je suis d'origine de Paris. Je suis parisienne, hein, je le dis. Alors bon, après, on va dire 30 ans où j'ai posé mes valises en Alsace, je peux dire que je suis enfin alsacienne d'adoption. Je vais pas trop parler de moi, mais grosso modo, ancienne parisienne, diplômée de la faculté Paris 12, plutôt un parcours plutôt droit. Ma vocation au départ, c'était plutôt d'ouvrir un cabinet d'avocats. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bah, tiens, la gestion d'entreprise, le développement d'une entreprise, ça peut être pas mal. Et donc, j'ai rencontré le papa de mes deux filles, donc à Paris, et voilà, il a été muté à Strasbourg et me voilà arrivée à 22 ans à Strasbourg. Voilà. Donc, je démarre à 22 ans à Strasbourg. Très vite, je suis recrutée par une chasseuse de tête allemande qui me recrute dans une société américaine qui est number one aux États-Unis, qui est le premier opérateur mondial dans le domaine des télécoms. Et donc, je suis parachutée dans un environnement très masculin. Voilà. Donc, j'y ai travaillé 7 ans sur des gros projets, sur des sociétés internationales. Et c'est à ce moment-là, justement, puisque aujourd'hui, le thème, c'est un petit peu ça, c'est mettre à l'honneur la femme. Donc voilà, il fallait un petit peu jouer des coudes et surtout montrer que j'étais aussi compétente qu'un homme. Et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai plutôt bien fait puisque j'ai plutôt gravi les échelons et très vite, je suis devenue responsable de grand compte. Voilà. Ensuite, j'ai voulu revenir à mon domaine de prédilection qui était l'entrepreneurial, mais surtout la gestion de l'humain. Et alors, contrairement à Nathalie, moi, j'ai travaillé pour le groupe Cobalt. Alors, le PDG, si vous tapez sur Internet, c'est Ahmed Othman. Et donc, c'est mon frère. On a 1 an d'écart. Donc, il a l'idée, il va vivre en Angleterre. Il revient, il a une super idée. Et à Paris, en 2000... c'était en quelle année 2000, ouais. Il crée le premier cabinet
Et puis, il me voit travailler dans cette société américaine. Il me dit, bah, écoute, un profil comme toi, il faut que tu me rejoignes. Et je le rejoins très vite. Et on a l'idée de promouvoir toute la couverture nationale. Et c'est ce que j'ai fait avec lui, puisque lui s'est occupé des agences à Paris et moi plutôt de toute la province. Donc, j'ai développé, créé, avec mon bâton de pèlerin, le maillage, la couverture au niveau national. Donc, j'ai créé des bureaux, des cabinets de recrutement. Donc, on recrutait minimum des profils minimum Bac+2 jusqu'à des postes de direction d'ingénierie sur différentes activités métiers, divisions métiers. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai démarré par Strasbourg, très vite par Metz, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes. Enfin, bon, je connais bien toute la France, donc j'ai beaucoup baroudé. Et puis, je vais revenir par rapport à Anaka. Hein. Il y a un lien, il y a une vraie histoire. C'est que dans le cadre de mes missions, je me suis rendu compte quand il va aller créer des bureaux, des agences, et bien quand je recevais les personnes, parce que je suis quelqu'un, moi je suis très terrain, le management c'est bien, mais manager en connaissant le terrain c'est quand même mieux. Donc le métier du recrutement, voilà, j'y suis restée 15 ans, mais pendant 15 ans, je me connectais à des personnes qui se levaient tous les matins et qui n'étaient pas en rapport avec eux-mêmes. Quand je dis pas en rapport avec eux-mêmes, qui étaient comme si ils étaient à côté de leur personne, tout simplement parce que ils savaient pas la personne qui représentait réellement en termes de conviction, de croyance, ils se connaissaient pas. Et puis, ils faisaient un métier par dépit, c'est-à-dire se lever le matin, aller faire un métier pour faire de l'alimentaire, pour payer ses factures, un métier parce qu'il y avait une influence familiale, voilà, les parents voilà, faisaient ce métier-là. Donc, on disait aux enfants, bah, voilà, tu vas faire ce métier-là, c'est très bien. Donc, on les rangeait dans des cases. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique chez les personnes où il y avait un manquement de connaissances d'eux-mêmes et que ces personnes, en fait, il y avait comme au-delà de la connaissance d'eux-mêmes, qu'ils n'étaient pas en lien avec eux-mêmes par rapport justement à cette conviction, par rapport à cette vocation professionnelle. Et c'est là, au bout de toutes ces années, que j'ai eu l'idée, en 2017, avant que mon frère vende le cabinet, hein, je lui ai proposé le projet. Il m'a dit oui, mais on attend. Et puis bah, moi, comme je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans l'action, action-réaction. Une fois que j'ai l'idée, je n'ai pas peur, je m'y mets. Et donc, j'ai créé un ACA Consulting, donc qui est un organisme de formation, même pas que, qui est un centre de bilan de compétences, hein, donc, dont le siège est basé à Strasbourg. Et on est bien implanté en Alsace. Hein, on a quand même 3 sites, 2 sites sur Paris parce que j'ai encore ce lien avec Paris où j'aime bien y aller, j'aime bien y travailler. Et donc plus de la moitié de l'activité, c'est de faire du bilan de compétences. Voilà. D'accord. Eh bien, vous parlez de bilan de compétences, de ce que vous avez fait, de la façon dont les personnes se voient. Mais selon vous, est-ce que dans votre domaine ou dans le monde du travail en général, vous changeriez quelque chose? Oui. Alors, comme je dis toujours, moi, j'aimerais bien changer. Alors, j'ai fait des études de droit. Je voulais être avocate en droit du travail. J'aimerais bien changer la législation du droit du travail. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la réalité du marché, c'est qu'il y a tous les jours des femmes et des hommes qui se lèvent tous les matins pour faire un métier qui ne devrait pas être leur métier. Donc, on va dire, qu'est-ce que ça crée chez ces femmes et chez ces hommes? Eh bien, ça crée, on va dire, du mal-être, ça crée de la dépression, ça crée de l'anxiété. Ce sont aussi des personnes qui n'ont à aucun moment exploré leur être et à aucun moment appris à se connaître. Et donc, alors ça, c'est ma perception de la vie et ma perception de mon métier, mais j'aimerais bien changer effectivement la législation du droit du travail et insérer tout au long de sa carrière, au minima, de bilan de compétences. Alors pourquoi ? La première des choses, c'est que on se rend compte que tout au long de la vie, ben, on évolue, on mute, on grandit. Donc, les croyances et convictions, les pensées, les objectifs sur une année ou sur 10 ans après sont
sont pas les mêmes. Donc, la personne change. Et donc, ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, revenir sur son intériorité et revenir dans son être et explorer la personne que nous sommes, c'est très important. C'est vraiment le point de départ, je dirais. Vous aviez, je crois que c'était votre collègue tout à l'heure qui avait posé la question. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, la première des choses, c'est apprendre à se connaître. Voilà, c'est avoir une bonne lecture de la personne qu'on est. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, voilà, pas se mentir à soi-même. Et c'est-à-dire, voilà, se prendre un vrai rendez-vous avec soi-même et apprendre à se décortiquer, c'est-à-dire ses forces, ses faiblesses, ses zones de vulnérabilité, parce que ces zones de vulnérabilité, on peut les transformer en force à tout moment, et c'est ça la bonne nouvelle. Donc, je dirais l'apprentissage de soi à travers le bilan de compétences, c'est quand même 3 séances, donc ça, c'est important. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, on a redoré le blason intérieur en apprentissage de soi, parce que finalement, quand on apprend à se connaître, il y a toute une traçabilité où on monte en puissance, c'est-à-dire qu'on revient sur son intériorité, on revient sur son être, donc on explore son blason intérieur, on se rend compte effectivement de tout ce qu'on porte en nous, de toutes ses capacités, de toutes ses forces, également ce que j'avais dit de ces zones de vulnérabilité. Et après, on commence à gagner en confiance en soi, d'accord, en estime de soi. On commence à prendre en consistance en soi. D'accord. Et dans le bilan de compétences, ça c'est important, parce que si on dit tiens, je vais utiliser un test de personnalité où j'ai exploré ton parcours d'expérience professionnelle, tu pourrais faire ça. La personne, la problématique, c'est qu'elle peut repartir sur un scénario d'échec qui sera pas bon. Alors que si on retravaille les fondamentaux et qu'on apprend à connaître réellement la personne, d'accord, on met effectivement, on met de la clarté, de la luminosité sur ce qu'elle porte en elle, ses convictions, ses opinions, ses croyances, qui elle est, l'héritage, l'influence familiale, l'histoire qu'elle a eue, voilà, vraiment sa personne. Eh bien, dans les étapes d'après, on va commencer à étudier, analyser son récit de vie et aussi son récit de vie professionnelle, ses expériences professionnelles. Et voilà. Donc ça, c'est important pour moi de pouvoir, je ne sais pas ce que je dois faire d'ailleurs, peut-être aller me connecter aux bonnes personnes, mais d'intégrer au minimum 2 bilans de compétences sur son plan de carrière, parce qu'on évolue et qu'il y a un vrai manquement, il y a un vrai besoin là-dessus. Voilà. Je vous remercie. Une toute dernière question, très rapidement. Qu'est-ce que vous diriez en tant que femme aux étudiants qui sont présents dans la salle? D'accord. OK. Alors, parallèlement d'Anaka Consulting, j'ai été professeure pendant 5 ans dans d'autres écoles à Strasbourg que l'ISEC, mais dans d'autres écoles. Et moi-même, j'ai 2 filles, Anaïs et Cassandre, qui sont étudiantes. Comment vous dire? Je vais passer l'onglet, mais la connaissance de soi, c'est-à-dire apprendre à se connaître, regagner et gagner en confiance en soi. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je vais peut-être utiliser un proverbe que j'aime beaucoup, que j'utilise dans le cadre de mon travail. Il y a un philosophe chinois qui disait « Choisis ton travail ». Et tu ne travailleras plus tous les jours de ta vie. Donc, ce qui est important, c'est à la fois d'apprendre à se connaître, mais aussi d'aller aussi sur un travail qui crée de la résonance avec ses valeurs. Voilà, donc un travail de passion, parce que quand on va sur un travail passion, eh bien, on ne compte pas ses heures, et puis on est heureux, on est plus affilié, on a une meilleure gestion avec soi-même. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour cette intervention. C'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Alors ensuite, j'invite Madame Cathy Bernecker à rejoindre Garance sur le plateau, comédienne, metteur en scène et d'autres activités qu'elle vous présentera. Bonjour tout le monde. Bien, bonjour. Bonjour Cathy.
vous êtes quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans les métiers du spectacle. Oui. Est-ce que pour vous, cela a toujours été une évidence? En somme, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de comment vous y êtes arrivé aujourd'hui? Oui. D'accord. Non, ça n'était pas une évidence. J'ai un parcours plutôt atypique, puisque au départ, comme formation, j'ai un CAP d'aide comptable que j'ai fait en apprentissage dans l'entreprise de mon père. Très vite, quand je suis arrivée à Strasbourg, j'ai été recrutée aux Hospices civils de Strasbourg, comme on les appelait à l'époque. Et par le biais des concours administratifs, j'ai gravi les échelons. J'ai longtemps travaillé à la direction des ressources humaines où je faisais le recrutement des personnels administratifs. Et parallèlement à ça, je faisais du théâtre en amateur. Et ce théâtre en amateur avec Christian Hahn, que Jacques Zucker connaît bien, par ce biais-là, j'ai eu l'opportunité, la chance de rencontrer Germain Muller, qui m'a, lui, recruté dans les premiers, qui m'a offert mes premiers engagements professionnels en tant que comédienne. Mais donc, j'ai longtemps travaillé à l'hôpital et exercé cette fonction de comédienne sur mes heures de loisirs, etc. Et un jour, j'ai eu en charge la responsabilité du service de formation continue des personnels non médicaux, qui était un poste assez important et lourd. On m'avait par ailleurs accordé un temps partiel pour que je puisse faire mes activités théâtrales. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'investisse totalement dans ce poste de responsable de la formation continue, ou alors de décider de quitter la fonction publique hospitalière et de m'engager dans une carrière de comédienne. Voilà, ça s'est réellement posé en termes de choix. Non pas qu'à l'hôpital, je ne m'y plaisais pas. C'était un travail passionnant et on rencontre des femmes d'exception dans les hôpitaux. Ça, je tenais à le dire parce que je ne me sens pas tellement femme d'exception, mais j'ai un parcours atypique, oui. D'accord. Oui. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais me lancer. Je ne veux pas avoir le regret de ne pas avoir essayé. Et puis voilà. Ça, après, les opportunités sont arrivées et j'ai eu l'occasion de faire de l'écriture, de faire de la télé, de travailler le cinéma un tout petit peu, beaucoup la scène, oui. Voilà. Et grâce aux rencontres, en fait. Une fois que j'ai quitté l'hôpital, les engagements sont venus petit à petit. Voilà. Je n'ai pas fait de carrière nationale, certes. Et pour ça, il faut en France, il faut aller à Paris pour faire ça. Mais j'ai très bien vécu de ce métier. J'ai eu énormément de joie, de plaisir. Voilà. J'espère que j'en ai donné aussi. Eh bien, donc, vous nous parlez beaucoup du théâtre que vous avez fait, mais vous avez également fait de la télévision, du cabaret, de la mise en scène. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré? Plutôt monter sur les planches, filmer, être filmé? Plutôt, moi j'ai toujours préféré le plateau, le spectacle vivant, le théâtre. En fait, la relation avec le public. La caméra, ça se travaille, on y arrive aussi. La télé, finalement, elle permet quand même d'avoir une certaine renommée, si l'on veut. En tout cas, à l'époque, c'est un peu moins le cas maintenant, puisqu'on regarde la télé de façon très différente qu'il y a quelques années maintenant. Mais en même temps, les différentes techniques se nourrissent. Et par exemple, à la télévision régionale est né un personnage qui a fait par la suite l'objet d'un seul en scène que j'ai tourné en Alsace pendant quelques années, qui était cette professeure d'alsacien un peu déjanté qui donnait ses cours d'alsacien, qui expliquait l'alsacien aux Parisiens notamment. Mais voilà. Donc les choses se nourrissent. Mais fondamentalement, je préfère le plateau. Fondamentalement, oui. Et définitivement. Et donc, dans le milieu du théâtre, étant donné qu'on est sur la Journée internationale de la femme, pour vous,
quel est le problème auquel les femmes sont confrontées? Le problème auquel les femmes sont confrontées, je crois qu'il en est beaucoup question dans l'actualité, du moins dans le domaine du cinéma. Il y a le problème des rémunérations qui n'est pas les mêmes, mais qui n'est pas un problème propre au théâtre, je dirais. En ce qui concerne les rémunérations, les cachets, ils sont plutôt en région. De toute façon, c'est assez égal. On est payé la même chose que les comédiens, je crois, mais les rémunérations se font plutôt en fonction de la renommée de quelqu'un. C'est plutôt dans ce domaine-là. Mais le gros problème, il est surtout ce qu'a dénoncé MeToo, en fait, je crois. Oui. Parce que c'est un rapport qui est délicat, je dirais, entre un metteur en scène et un comédien même, ou une comédienne. C'est un rapport de séduction. On est dans la séduction, c'est sûr qu'on a envie de plaire, et donc les frontières sont difficiles, sont ténues, dirons-nous. Voilà. Et donc, petite question, qu'est-ce que vous transmetteriez ici aux étudiants présents? Aux étudiants présents, je leur dirais de rêver en grand et de ne pas prendre de décisions dictées par la peur. La peur est une très, très mauvaise conseillère. Et c'est pas parce qu'on est dans une filière à un moment donné qu'on y restera. On n'est pas dans des ornières. On a toujours des opportunités. Il faut le vouloir, il faut y aller. C'est vrai, il faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Voilà. Et donc, je vous remercie. Mais je vous... Merci Garance. Donc c'est maintenant que se termine le second plateau. Pour le dernier plateau, j'invite Manon à nous rejoindre, ainsi que Tiffany Macquart, fondatrice du festival On the Mississippi, qui aura sa seconde édition au mois de mai. Voilà, merci. Eh bien, merci Madame Macquart d'être présente parmi nous ce matin. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire votre activité, votre parcours de manière générale? Alors, parcours chaotique. J'ai jamais aimé l'école. J'ai eu toujours mes diplômes après coup, en reprise d'études, une fois que j'avais mis du sens dans ce que je voulais faire. J'ai jamais aimé qu'on me dicte ce que je devais faire, ni penser, ni dire. Donc, forcément, ça a été chaotique. Et puis, après avoir fait des études, assistante de direction, licence en communication, en stratégie de communication, diplôme en création web, tout ça m'a amené à décider de quitter ma région natale il y a 15 ans maintenant. Donc, j'ai 42 ans, histoire de situer un petit peu. Et quel bel âge d'avoir la quarantaine, je trouve. C'est fabuleux. Et je suis arrivée ici avec mes petits diplômes en poche. Et puis surtout, je devais venir 3 jours. Je suis restée, on est à 15 ans. Parce que j'ai rencontré Sébastien Tranley, qui est le cofondateur du festival On the Mississippi, qui est un magnifique musicien, pianiste, en plus d'être le père de mes enfants et l'homme que j'aime. Voilà, donc rien n'est indissociable. Rien n'est dissociable plutôt. Et j'ai rencontré il y a 15 ans le ragtime. Alors là, je pense à Marina, je pense à sa maman, à des musiques qui sont totalement inconnues du grand public. Le boogie-woogie aussi, le stride, le novelty rag. Voilà, Sébastien est passionné de ces musiques depuis qu'il est enfant. Et il s'était dit qu'un jour, il deviendrait pianiste et qu'il saurait les jouer comme Claude Bolling. Et on y est, 20, 30 ans plus tard. Ça fait 15 ans qu'on défend un projet global sur le ragtime et le boogie. Un projet qui veut, comment dire, qui veut mettre en avant l'histoire des hommes et des femmes qui ont créé ces musiques dans un contexte à l'époque d'esclavage, puis de ségrégation,
qui a été juste... il est très difficile de comprendre comment on a pu créer des musiques aussi belles et aussi joyeuses dans un contexte aussi dramatique. Et c'est vraiment ça qui nous a poussé à créer Rag & Boogie. Donc, ça a été un premier spectacle qui racontait l'histoire de ces musiques et des hommes et des femmes qui les ont créées. Et puis, on a vu qu'il y avait un gros manque au niveau des écoles. Donc, on a créé un spectacle pour le jeune public. Et puis, il n'y avait pas de méthode pour apprendre à jouer du boogie. Donc, Sébastien, il s'est dit, moi, je vais écrire une méthode. Et puis, il n'y avait pas de livre pour expliquer aux enfants ce qu'était le ragtime. Donc, Sébastien a coécrit un livre avec Valérie Pommier, qui a été illustré par le grand dessinateur Chaboutet. Et puis, ça fait 15 ans qu'on avance comme ça, avec beaucoup de tournées aussi. Et puis, on s'est dit, un jour, on montera notre festival quand même, parce que ce sera la vitrine ultime, parce que on aura la liberté de faire exactement ce qu'on veut, comme on le veut. Et donc, moi, j'ai fait du booking, pour revenir quand même à moi. J'ai fait du booking pendant 15 ans, pendant 10 ans pour Sébastien. Donc, je vendais ses dates de spectacle, j'appelais les programmateurs, les festivals, tout en l'accompagnant comme ça dans tous ses projets. Et puis, il y a 2 ans, avec une petite de 4 ans et une qui venait de naître, on s'est dit, bon, allez, on monte notre festival. Et donc, on va effectivement faire cette 2e édition cette année sur Strasbourg, Oswald et Saint-Louis. Voilà. Donc, est-ce que je vous explique tout de suite le festival? Mais justement, c'était ma prochaine question. Vous avez un peu anticipé. Mais justement, en quoi consiste ce festival On the Mississippi? Alors, ce projet, c'est avant tout de rendre hommage aux musiques et aux danses afro-américaines des origines. Ragtime, boogie, stride, blues, gospel et d'autres encore, mais celles qui sont vraiment aux origines de cette fusion entre les musiques africaines et les musiques américaines. C'est de rendre accessibles ces musiques et notre festival au plus grand nombre, à tous les publics. On pense bien évidemment aux scolaires, on pense aux enfants et aux familles qui sont enclavés dans des quartiers. On pense à nos grands-parents en maison de retraite. Donc, on mène des actions toute l'année auprès de tous ces publics. Sébastien va jouer à Licence, va jouer au service pédiatrique du CHU, va jouer à la Maison du Bois Fleuri à la Robertso, où là, on a les yeux des personnes âgées émerveillées quand ils entendent la musique de leur enfance, le ragtime. On a décidé de faire un festival pluridisciplinaire, donc il y a bien évidemment de la musique, mais on veut réconcilier, en fait, on veut désenclaver, on veut faire en sorte que les musiques et les danses soient à nouveau comme à l'époque aux États-Unis, dans les barrel house, ensemble, et qu'on ne cloisonne plus les festivals de danse d'un côté, les festivals de musique de l'autre, qu'on puisse se lever au Point d'eau à Oswald, au Forum de Saint-Louis ou dans la rue et de décider de danser, parce que c'est juste ce qui nous vient spontanément dans les jambes quand on entend ces musiques. Donc voilà, on a aussi, cette année, il y aura la projection du film documentaire sur les Harlem Hellfighters, qui étaient ces grands combattants africains-américains qui vivaient l'oppression aux États-Unis parce qu'ils étaient africains d'origine et qui sont venus combattre en France aux côtés de nos soldats pendant la Première Guerre mondiale et qui nous ont amené le ragtime et le jazz en Europe. Donc, il y aura cette conférence à la bibliothèque universitaire avec la projection de ce documentaire avec une conférence de Dan Vernet, un musicien historien. En fait, vous l'aurez compris, notre projet depuis 15 ans, il grandit et il nous permet aujourd'hui de présenter au grand public tout un pan de l'histoire qui est méconnu, voire pas connu. Voilà, donc il y aura des soirées de concert, il y aura, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y aura des masterclass de danse, bien évidemment, des masterclass de piano par Sébastien. Et on finira par un magnifique concert d'un big band de 11 musiciens dans le parc de Pourtalès, où on essaiera de ramener les enfants avec lesquels on fait des actions culturelles toute l'année. Notre gros challenge, là, pour le coup, c'est de les ramener sur ce concert et qu'ils viennent découvrir ces musiques en live. Voilà, très bien. C'est à peu près ça. Merci pour votre réponse. C'est très enrichissant. Alors, de ce que j'ai compris, votre objectif est surtout de fédérer autour de cette histoire, autour de ce type de musique, de danse. Alors justement, qu'est-ce que ça a donné, votre première édition qui s'est déroulée l'année dernière du Festival on the Mississippi? Comment ça s'est déroulé?
Eh bien, ça a été un beau succès. Sinon, on ne remettrait pas le couvert pour une deuxième édition parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. On a réussi à fédérer. On a une trentaine de partenaires quand même. Bien évidemment, les collectivités publiques, des mécènes, l'ISEG notamment, j'en parlerai. Tout le monde nous a dit, bon, c'est quoi les dates là pour 2024 ? Donc, on s'est dit, allez, on repart sur une deuxième édition. On n'est pas sur un projet qui est acquis. On n'est effectivement pas sur les musiques actuelles. On a tout un travail de fond à réaliser pour aller chercher les publics. Donc, on a eu un taux de remplissage de 60 à 70% selon les événements l'année dernière, en même temps que la Nuit des musées, en même temps qu'un match au Racing. Je trouve que c'est déjà un beau succès. Et bien évidemment, on a envie de ramener toujours plus de monde. C'est pour ça qu'on fait un concert gratuit qui est des bateliers, comme ça, devant la librairie L'Oiseau Rare, une magnifique librairie et galerie d'art dirigée par deux femmes, dont l'une est artiste peintre, qui sera exposée tout le long du festival aussi, pour que les gens puissent découvrir ces musiques. Donc, il faut aller à la recherche, à la rencontre des gens. Et on se rend compte, une fois qu'ils ont écouté, qu'ils disent « Ah, mais je connais ça ». Ils ne savent pas que c'est du boogie, ils ne savent pas que c'est du ragtime, encore moins du stride. Mais c'est dans l'inconscient collectif. Donc, on aimerait, voilà, c'est l'objectif de cette deuxième édition, de continuer à faire découvrir ces musiques, ces danses et surtout l'histoire. En fait, il y a une sorte de... On est dans une logique de préservation d'un patrimoine musical, mais en fin de compte, ça va bien au-delà. Et c'est ça qu'on veut. Il y a une sorte de devoir de mémoire, parce qu'on se rend bien compte que, peu importe ce qui se passe, l'être humain a du mal à retenir les leçons. C'est bien vrai. Merci pour votre réponse. Et justement, d'un point de vue organisationnel, comment avez-vous fait pour faire venir autant de personnes, pour jouer de la musique, pour danser, des personnes qui viennent de partout, des artistes des États-Unis? Comment vous êtes-vous pris pour cela? Alors, il y a deux axes dans votre question, mais il y a juste un boulot de malade derrière. Voilà. Voilà, on se couchait à 1h du mat en ayant la nausée parce qu'on avait passé la journée sur l'ordinateur tout en s'occupant des enfants. On s'est demandé comment on avait réussi à faire ça. Je crois que comme tout projet passion, on se donne juste les moyens d'y arriver. Et ensuite, la recherche des publics, ça passe par la communication. Print, digital, par nos réseaux. Et puis, faire venir des artistes, ça, c'est tout le travail et le talent de Sébastien, parce qu'une programmation, ça se construit. Ça, je le découvre avec lui, là, au fur et à mesure. Il est également devenu directeur artistique d'un très gros festival de boogie dans le Cantal. C'est le plus gros festival du monde qui regroupe plus de 50 musiciens. Et donc, j'ai vu comment se construit finement une programmation. Et ça, c'est son travail, et c'est son réseau, et c'est lui qui va chercher tous ces musiciens partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un festival international. Cette année, justement, faisons le petit focus sur les femmes. Alors, ça fait partie intégrante de notre projet. C'est pas politique, c'est pas sur le papier. C'est que on est vraiment très engagé. C'est un festival éco-responsable. On est labellisé par Éco-Manifestation Alsace. Je l'ai vraiment, la dimension artistique, elle vient de Sébastien. Moi, j'ai inscrit ça dans le projet dès le départ. Et donc, on est un festival zéro déchet. Je suis vraiment repartie du point d'eau à Oswald avec mon sac qui est parti dans mon compost. Les poubelles étaient vides. Imaginez des poubelles de loge d'Américains et d'Américaines avec rien dedans, sauf ce qui était à mettre au compost. C'est une très grande fierté. Et donc, dans ce projet, il y a cette grande histoire de parité qui, un jour, j'espère, ne sera plus un sujet. En attendant, ça l'est, et on s'est rendu compte, là pour le coup, grâce à la ville de Strasbourg et à Valérie Bach, avec qui j'ai beaucoup échangé, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes dans nos métiers, dans ces musiques. Et donc, Sébastien a vraiment fait le choix d'aller chercher les femmes, d'aller chercher ces pépites qui sont moins connues et moins réputées, qui tournent moins que les hommes, pour plein de raisons que malheureusement on connaît. L'année dernière, on a fait venir une jeune pianiste de 22 ans d'Autriche. On avait atteint plus de 50% de parité femmes-hommes, artistes, staff et bénévoles confondus. Cette année, c'est plus compliqué parce qu'on fait venir des big bands de 11 musiciens ou 6 musiciens. Donc, d'un coup, tes chiffres, tu les oublies. En revanche, on fait venir une jeune pianiste de 14 ans de Nouvelle-Zélande
qu'il a trouvé sur YouTube, qui est vraiment une pépite. Et donc, elle va venir jouer sur le premier concert de la première journée. Et elle sera en spécial guest sur tous les événements pour que son aller-retour en Nouvelle-Zélande soit optimisé pour elle et pour nous. Voilà, et on travaille avec d'autres femmes qui sont mises en lumière, des femmes qui sont des vrais leads, qui ont leur plateau. Ça fait partie des choses très importantes, tout comme la rémunération dont parlait Cathy. Dans nos métiers, c'est moins visible, beaucoup moins visible que dans d'autres. Effectivement, c'est plus au talent, à la réputation, à la carrière qu'on décide d'un salaire. Nous, notre petite Emily Joy de 14 ans sera rémunérée comme les professionnels. Et ce sera plus en fonction de la salle, de la jauge, donc sur d'autres critères, que les rémunérations sont pensées par Sébastien et moi, mais elles ne sont en aucun cas sur le sexe ou le genre d'un musicien ou d'une musicienne. Ça me semblait important de le dire, c'est un peu le sujet du jour. Vous avez bien raison. Merci encore pour votre réponse. Et enfin, pour terminer, on parlait de musique tout à l'heure avec Madame Sakharov, effectivement. Alors, quelle musique de ce style nous recommanderiez-vous? Parce que c'est vrai qu'on n'entend pas assez parler de ce style de musique. Et qu'est-ce que vous nous recommanderiez pour écouter ce type de musique? Mais je vais nourrir légèrement et entretenir ce qui a été dit avant. Je crois que tous les styles de musique ont le droit d'exister, même s'il y en a qui me piquent fortement les oreilles. Je crois qu'on parle de liberté, en fin de compte. La liberté de créer, la liberté d'écouter. Et là, je pense que c'est nous qui avons un rôle à jouer très important. Il faut sortir, il faut écouter, il faut être curieux. Il faut que nous, les artistes, que je ne suis pas musicienne, et c'est pour ça que le binôme fonctionne bien avec Sébastien, et les artistes comme Sébastien fassent ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on aille dans les écoles, il faut qu'on aille dans la rue. Et je vous invite fortement à aller sur OTM Festival, à regarder les dates, à voir si vous êtes là et à venir au parc du Pourtalès en famille ou dans la rue. Voilà. Toutes les musiques sont belles, toutes ces musiques, la musique classique et le ragtime pour moi sont. Quand j'ai découvert Scott Joplin, ça a été un vrai coup de cœur. Je vous invite à aller écouter Scott Joplin là sur Deezer ou Spotify quand vous sortirez. Ça vous fera du bien. Et voilà. Très bien, merci pour votre recommandation. Merci encore à vous d'être venu. Je prends cette parole avec à cœur. J'aimerais encore dire deux choses. Je vais essayer d'être brève, mais je suis une vraie pipelette. La première, c'est que je remercie du fond du cœur Jacques Zucker, mon ami Jacques, de m'avoir invité aujourd'hui. La représentativité des femmes, il y a encore du chemin à parcourir. Et souvent, on invite Sébastien Prelnet parce que c'est le fabuleux musicien et directeur artistique du festival. Merci Jacques de m'avoir invité. Merci à Ludovic Taon et à Adrien Ruffier qui s'est planqué. Il est en train de bosser. Parce qu'ils sont nos partenaires privilégiés sur ce festival, parce qu'ils mènent un projet, ils mènent des actions extraordinaires pour que l'ISEG soit ce qu'il est. Sans eux, on ne pourrait pas avoir une communication de qualité. Ils nous offrent les captations photos et vidéos de tout notre festival de l'année dernière, de cette année. Donc, l'ISEG voyage sur les réseaux, sur toutes les plateformes numériques grâce à eux et grâce aux artistes, parce qu'on leur offre toutes les photos et les vidéos. Donc, on fait un gros cadeau aux artistes. Ça coûte cher et sans eux, on ne pourrait pas le faire. Et je voulais juste dire que voilà, on est là quand même pour la journée internationale des droits de la femme. Je suis attristée qu'on ait encore besoin d'un 8 mars aujourd'hui. Je crois qu'il faut le dire. Et en même temps, je suis rassurée de me dire que le droit à disposer de notre corps va enfin être inscrit dans la Constitution. C'est énorme pour nous toutes et donc pour vous tous. Et j'espère juste que le combat ne fait que commencer. En France, j'ai envie de dire rien comparé à d'autres pays. Et donc, j'ai juste une pensée très, très forte pour toutes les femmes, mais aussi les enfants, en fait, et toutes les minorités du monde entier qui subissent là où aujourd'hui je suis confortablement installée dans ce fauteuil et ravie d'être avec vous. Voilà, merci.
Merci pour votre beau message. Merci beaucoup. Alors, pour clôturer ce cycle d'interviews, j'appelle Madame Zielensky, adjointe à la maire de Strasbourg. Merci à vous, Madame Zielensky, d'être présente ce matin parmi nous, en cette fin de matinée. Alors, vous êtes adjointe à la maire de Strasbourg. Parlez-nous d'abord un petit peu de votre parcours. Comment avez-vous fait pour en arriver là? Bonjour et merci beaucoup. Je me joins aux salutations qui viennent toutes juste d'être faites parce que ça reste quand même une très belle opportunité qui nous est offerte de présenter une diversité de profils féminins et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. En tout cas, j'espère que ça a été pour les personnes qui sont présentes dans cette salle. Moi, je suis arrivée en Alsace il y a maintenant 8 ans pour mes études. J'ai fait jusqu'en Master 1 du droit et ensuite un Master 2 à Sciences Po en santé, environnement, politique. Et c'est dans le cadre de ce Master 2 que j'ai aussi découvert la politique publique locale à Strasbourg de manière un peu plus approfondie. Et que, puisque c'était en 2019, eh bien, à ce moment-là, que se lançait aussi le début des élections municipales, alors, qui ont eu les rebondissements qu'on a connus avec le Covid. Mais c'est aussi comme ça que j'ai entendu parler de la liste de Jeanne Barséguian. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis investie en politique, que je n'avais jamais fait auparavant. J'étais convaincue que, parce que vous le découvrirez si vous ne le savez pas déjà, mais en politique, en général, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. J'étais persuadée que j'allais faire de la politique un jour dans ma vie, mais certainement à 40 ans, quand j'aurais déjà baroudé, un peu comme tout le monde. Et mon père est un gaulliste convaincu. On a été élevé dans la mémoire, dans le respect de la République et de ses institutions. Et donc, il a été aussi engagé en politique et il est toujours dans ma petite commune de 300 habitants en Picardie. Donc, il y a tout ce parcours-là qui n'est pas anodin. Donc, c'est pas non plus anodin que je sois là où je suis aussi aujourd'hui. Et pas du tout dans la même mouvance politique que mon père, mais comme quoi la diversité est une très grande richesse. Donc, je pense on doit aussi le mettre en avant aujourd'hui. Super, merci à vous. Alors, moi, je me demandais pourquoi s'être engagé dans la politique et en dehors de la politique, plus particulièrement dans la protection de l'environnement. Alors, moi, je viens d'un investissement qu'on appelle société civile. Donc, j'étais dans des associations de protection de l'environnement lorsque je suis arrivée à Strasbourg. Je faisais du coup des études de droit et je me suis dit à quel endroit je peux être utile. Bon, bah voilà, j'ai un parcours juridique. Pourquoi pas m'investir dans le côté juridique des associations environnementales. Et donc, c'est ce parcours militant-là qui m'a amené finalement à m'investir dans la vie de la cité. Et c'est le sens, je dirais, noble et premier de la politique, s'investir dans la vie de la cité. Et ensuite, lorsque sont arrivées les élections, en effet, en tout cas les campagnes électorales des municipales, je me suis dit, je me suis investie côté société civile et j'ai maintenant aussi envie de m'investir autrement. Et donc, pourquoi pas m'engager en politique. Et donc, pour la petite anecdote, j'ai candidaté sur la liste de Jeanne Barséguian parce que j'ai assisté à un atelier de co-construction du programme. J'ai candidaté sur sa liste avant même de l'avoir rencontrée. Donc, pour dire à quel point c'est le projet qui m'a plu et pas une question forcément d'individualité. Et donc, pourquoi la question environnementale? Donc, je suis pas dans un parti aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle, fait partie des élus citoyens. Pourquoi l'environnement? Parce qu'aujourd'hui, se poser la question de faut-il ou non s'investir dans l'environnement et puis dans tout aussi sa dimension sociale, c'est comme si on se posait la question de savoir si respirer, c'était optionnel. Non, voilà, ce n'est pas optionnel, spoiler alerte. Donc du coup, pour moi, on en parlait tout à l'heure, c'était la question des valeurs. Pourquoi on s'engage? Parce que j'ai envie de défendre un idéal dans lequel je crois. Et la politique, ça a été rappelé, c'est aussi le meilleur, une très belle opportunité, une très belle chance que l'on a de porter ses valeurs, de porter ses idées différentes, mais en tout cas de proposer une vision de société auquel certaines personnes adhèrent et certaines personnes n'adhèrent pas. En tout cas, d'être au bon endroit pour essayer de faire changer les choses dans la droite ligne de ce en quoi on croit. Voilà. Merci pour votre réponse. Ensuite, donc maintenant, en tant qu'adjointe à la maire, vous êtes chargée de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans les détails en quoi consiste votre travail?
Donc, je suis en charge, en effet, de la démocratie locale, tout ce qui est participation citoyenne et de la citoyenneté européenne aussi. Et donc, avec les élections européennes qui approchent, on a un petit peu de travail dans une ville comme la ville de Strasbourg, notamment. L'objectif, c'est de transformer les manières de faire d'une collectivité qui a jusqu'à présent, certes, on évolue de plus en plus, mais jusqu'à présent, beaucoup travaillé les agents, l'administration technique avec sa connaissance technique d'un côté, et puis on vient vers les habitants pour, en gros, prendre leur avis à la rigueur, et c'est tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des phases d'information et de consultation dans ce qu'on fait nous aujourd'hui, mais l'enjeu, c'est vraiment d'associer le plus possible et le mieux possible les habitants à la construction des différentes politiques publiques. Donc ça peut aller d'une simple information à vraiment un travail de co-construction avec des habitants sur certains projets, sur certaines politiques publiques. C'est un sujet ou une problématique, j'ai envie de dire, la question de la participation citoyenne, qui est partagée dans l'ensemble des villes de France, quelles que soient les orientations politiques, parce que je suis dans des réseaux d'élus à la participation citoyenne, et quelles que soient nos villes, on se pose les mêmes questions, on a les mêmes difficultés, et on est souvent confronté aussi à un contexte national qui nous empêche d'aller aussi loin que ce qu'on voudrait, notamment dans la loi. La loi prévoit certaines choses, et notamment, elle ne prévoit pas d'autres choses, donc des méthodes de co-construction qui vont souvent plus loin, voire des fois on se fait attaquer parce que finalement il peut être considéré que c'est pas le conseil municipal qui a pris la décision mais des habitants, et sauf que celui qui est souverain c'est le conseil municipal. Donc aujourd'hui l'idée c'est d'essayer de révolutionner un peu tout ça pour deux enjeux, je dirais, la question de transparence envers les habitants et les habitantes, donc on va dire les usagers et les administrés d'une collectivité. Et le deuxième enjeu, c'est celui de la redevabilité et de la confiance. On a été élu pour un programme et donc on doit rendre des comptes de ce programme que l'on met en œuvre. Et donc ça, c'est de manière très humble le travail que j'essaie de mener aujourd'hui. Exactement, merci à vous. Dans le cadre de la Journée de la femme, en ce 8 mars aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que femme, comment vous avez évolué dans le milieu de la politique? Avez-vous rencontré des difficultés et si oui, lesquelles? Ai-je vraiment besoin de répondre à cette question? Oui. En cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, c'est important de préciser ces choses-là parce qu'en effet, le combat est en cours et il n'est certainement pas terminé. Mais il se fait avec nous toutes et vous tous, tout simplement. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer. Je vais vous donner quelques exemples de ce que moi j'ai pu vivre, qui sont des exemples dans lesquels certaines personnes se retrouveront et d'autres pas du tout, et c'est normal, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu. C'est lorsqu'on arrive la première fois dans le conseil de l'Eurométropole, désolé, mais c'est vraiment mon expérience, c'est monsieur d'un certain âge qui sont maires de communes et qui ne me saluent pas, ne me disent pas bonjour alors que je leur fais bonjour, beau signe de tête, c'était encore Covid, on ne serre pas trop les mains, voilà, donc on fait cet effort de marquer le bonjour autrement, qui détournent le regard, et puis lorsque je vais m'asseoir dans un rang, je les vois bien me regardent, c'est qui celle-là? Et puis, a fortiori, je suis coprésidente de groupe et du groupe majoritaire à l'Eurométropole. Elle est élue et en plus, elle est présidente d'un groupe. Ah, d'accord. Ah, c'est pas la collaboratrice de groupe. Ah oui, non, je suis pas la collaboratrice de groupe. Enfin, voilà. C'est un vécu qui est le mien, qui est, comme je dis, peut-être pas celui de tout le monde, mais qui est un vécu de lancement quand on arrive en tant que jeune élu dans une collectivité. J'ai un autre exemple, c'est avec mes collègues en pleine réunion avec les services, donc des collègues de la métropole aussi, de la ville, la présidente, les services techniques, etc. Donc ça relève aussi un peu de l'anecdote, mais c'est parlant. C'est ces messieurs qui parlent de moi en ma présence, sans me parler à moi, et en disant « Ah, machin, tu ne sais résister à la beauté de la jeunesse. » Pardon. Donc, à moi de les interrompre pour dire « Messieurs, j'espère que vous appréciez avant tout la beauté de mon esprit. » Parce qu'aujourd'hui, on parlait aussi des talons, de la tenue, etc. Ce que j'adore faire, c'est ne pas être dans une tenue formelle, parce que ma valeur n'est pas liée à la manière dont je suis habillée. Ma valeur n'est certainement pas liée à mon âge ou, entre guillemets, à mon expérience, mais à plutôt mes actions. Ce que je fais, ce que je dis, c'est très important. Et donc ça, c'est deux exemples, mais je pourrais en citer énormément d'autres. Donc, à cette question, oui, il y a des difficultés, parce que oui, il y a des préjugés. Et oui, il y a aussi une forme de considération selon laquelle la jeunesse, c'est aussi une case, entre guillemets, à cocher. Oui, moi aussi, j'ai le parcours typique, j'ai 28 ans, je suis jeune en politique, ça rend bien. Mais on peut faire un choix, soit considérer qu'on rend bien,
soit considérer que c'est une opportunité pour porter une vision des choses que l'on a et qui n'est pas la vision des personnes qui sont plus âgées et qui n'est pas la vision des personnes qui sont encore plus jeunes que nous. Enfin, c'est aussi ça, on n'est que à un moment donné dans une génération avec un état d'esprit. Très bien, merci pour votre réponse. Alors justement, vous êtes devant des étudiants en communication et en marketing. Comment vous communiquez dans le domaine de la politique sur les sujets qui vous sont attribués? Alors, il y a 2 types de communication. Je dirais la communication qui est institutionnelle, parce que je fais partie aujourd'hui d'un exécutif de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole de Strasbourg, et la communication politique. La communication institutionnelle, et je pense que mes autres collègues élus me contrediront pas, c'est pas forcément la panacée. Nos communications institutionnelles, elles sont pas forcément extrêmement consultées, et on se rend compte que finalement, c'est plutôt nos profils d'élus sur les réseaux sociaux qui vont être plus consultés, plus scrutés aussi, quant aux paroles qu'on va pouvoir porter. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à faire évoluer la communication institutionnelle pour la rendre aussi intelligible par une diversité de la population. Et ça, tel réseau social n'a pas la même population que tel autre réseau social, que telle autre plateforme, que telle autre personne qui va pas du tout aller sur les réseaux. Et ça, en termes notamment de transparence et d'information qu'on donne aux gens, on a besoin de cette diversité-là. C'est fondamental. En revanche, on voit bien que dans nos collectivités, un peu plus traditionnelles dans la manière de faire, on n'est pas du tout à niveau, et que là, il y a un gros travail à faire. Après, on a notre communication politique, donc de groupes politiques ou de partis politiques, évidemment à décorréler de nos actions d'exécutif. C'est très important, pour notamment ne pas avoir des détournements ou conflits d'intérêts. Et ça, cette communication politique, elle est peut-être plus souple, plus adaptée aussi aux nouvelles manières de faire de la communication, mais qui est un petit peu cataloguée par c'est de la communication politique, et donc on ne sait pas trop bien si on peut vraiment croire ce que les gens disent et si c'est pas un petit peu orienté. Voilà. Donc ça, c'est un autre enjeu en termes de communication, et ce sont, je dirais, les 2 manières pour nous aujourd'hui de communiquer. Il y en a une troisième qui est fondamentale et qu'il ne faut pas oublier en politique, c'est la discussion directe. En fait, c'est la base, avec les gens, avec les habitants, avec les commerçants, etc. Enfin, c'est, entre guillemets, on peut considérer que c'est de la communication. Pour moi, c'est un fondamental, cette discussion. Enfin, si on n'en a pas, ça ne sert à rien. On aura beau faire les plus belles affiches du monde, s'il n'y a pas de dialogue complet avec les gens, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est aussi une dimension aujourd'hui, je pense, à intégrer dans, pourquoi pas, les évolutions de la communication. En tant que communication, pas simplement je donne un message, mais communication, on va peut-être plus loin dans les explications que l'on donne à l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Exactement, c'est vrai que la communication, c'est aussi un échange, et c'est pas que faire passer un message. Je vous remercie. Et pour finir, est-ce que vous avez une anecdote, alors professionnelle ou personnelle, à nous raconter et qui vous a marqué? Je vais les noter. J'ai eu cette chance par rapport à mes autres collègues. En vrai, j'en ai eu 2 qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant toutes ce matin, une personnelle et une politique. Et je suis la dernière personne qui vous sépare du buffet, soyez indulgente avec moi, je suis désolée pour le temps que ça prend. La ville de Strasbourg coopère avec ce qu'on appelle le Collège d'Europe. Et début février, on a rencontré avec Madame la maire et une de mes collègues adjointes en charge des relations européennes et internationales, la rectrice Federica Mogherini, et des étudiants de ce Collège d'Europe pour réaffirmer notre coopération. Et cette rencontre, elle s'est faite dans les salons de l'hôtel de ville, là où il y a eu la première réunion du comité des ministres du Conseil de l'Europe en 1949. Et il y a une photo dans ce salon de l'hôtel de ville de cette première rencontre, première réunion du comité des ministres, strictement masculine, que des hommes, c'est tout. Et lors de cette réaffirmation de cette signature, était présente donc Madame la maire, Madame Rosner-Bloch qui représentait en tant qu'élue la région Grand Est, moi-même, ma collègue adjointe et la rectrice. Et donc on prend une photo où il n'y avait que des femmes. Et c'était rigolo parce qu'à côté de nous, il y avait vraiment la photo du comité des ministres où il n'y avait que des hommes. Et ça marque aussi un temps, une évolution, je crois, dans la présence des femmes en politique. Et c'était une satisfaction aussi de voir cette évolution. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut y ait que des hommes d'un côté et que des femmes de l'autre. Loin de là, ce n'est pas du tout mon propos. Mais ça démontrait de cette évolution qu'il y avait et qui était parfaitement bénéfique.
La deuxième anecdote, elle est personnelle. Comme Jacques m'a le rappelé, je joue quant à moi au rugby. Je ne suis pas du tout une grande joueuse, comme il le dit, je suis une parfaite amatrice. Mais le rugby, c'est aussi un monde. Alors, on parlait du sport, on parlait des rémunérations, etc. Aujourd'hui, les joueuses de rugby, elles ne vivent pas, y compris quand elles sont en équipe de France, elles ne vivent pas de leur salaire. Très clairement, ce n'est pas comme les hommes. Je ne sais pas si ça le deviendra, si elles le souhaitent, mais voilà. Petit rappel, en tout cas, c'est pas comparable à ce jour. Et lorsque je dis que je joue au rugby, on me dit vous jouez au touch? Alors, je ne sais pas si vous connaissez la différence, mais le touch, c'est du rugby sans plaquage. Ça joue à moins de personnes, beaucoup plus rapide, mais en tout cas, il n'y a pas de plaquage. C'est ça qu'il faut retenir. Ah, vous jouez au touch? Non, je joue au rugby. Ah, vous faites des plaquages? Oui, je fais des plaquages, mais ça va, parce qu'en tant que femme... pardon, on va s'arrêter là. Oui, en fait, je suis une femme, je joue au rugby. Le sport n'a pas à être masculin ou féminin, c'est un sport qui est joué par des hommes ou par des femmes. Et malheureusement, quand on est une femme, on est souvent ramené à sa condition de femme. Et donc, je pense qu'il faut aussi garder ça à l'esprit. Qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui revient et charge à nous de le prendre en main et de le prendre aussi comme un étendard ou pas. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de le faire. Et donc, j'aime à rappeler que oui, je joue au rugby et je ne suis pas plus cassée qu'un homme qui joue au rugby. Voilà. Vous avez bien raison. Merci encore à vous. Alors, avant de conclure cette matinée, je voulais toutes vous remercier pour la qualité de vos interventions et pour tous les messages passés. Je voudrais également remercier 3 personnes, alors 3 hommes. Monsieur Éric Hamel, directeur de l'école. Adrien Ruffier, responsable de la communication, qui doit être en train de préparer le buffet. Et pour terminer, monsieur Jacques Zucker, notre expert en relations publiques. Voilà, et merci également à toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui. On vous invite à nous rejoindre dans le salon d'honneur en bas pour un cocktail déjeunatoire. Mais avant que tout le monde se lève, j'aimerais inviter les 8 femmes qui sont venues nous parler ce matin pour faire la traditionnelle photo. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée.